Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo, take a seat, non? Khalisi Goumé, Nyan Krene. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, rappeur, lyriciste, homme engagé, homme de cœur, l'homme que l'on nomme Medine. Take a seat, Ego. Le chair. Comment il va le frérot? Comment ça va? Impeccable mon frangin, tout va bien. Bon, pareillement. Merci infiniment d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. Comme je te le dis, ça fait longtemps, toi-même, tu sais, mais Ouais. comme je te le disais, on aime beaucoup en tout cas ce que tu fais, le message que tu véhicules, Merci. le rap que tu fais. Merci. Il fallait que je te le dise déjà avant de commencer. Merci pour la présentation. Aïe, aïe, aïe. Tous les mots me vont. Ça fait chaud au cœur, frangin. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je vais faire moins bien que toi. Medine, 9e album. Je viens de Normandie, Le Havre, précisément à la base. J'ai 42 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Mais j'ai l'impression de traverser les époques. Et c'est ma plus grande des qualités. Oh, excellent, Medine, excellent. On va retracer le parcours, la petite vie. Tu connais déjà. Hein. Alors, flashback au Havre dans les années 80. À quoi ressemblait le jeune Medine? Déjà, je m'appelais Global à l'époque. C'était mon premier nom de rappeur. Je traînais avec un mec qui s'appelait Mourad. On était en 6e et c'est là que je découvre le rap, moi. On se met à kicker dans des garages. On rencontre un beatmaker qui s'appelle Proof, beatmaker légendaire. Et on rappe dans le garage de sa sœur. Et puis voilà, de fil en aiguille, on fait un groupe, un collectif. Puis le collectif se brise, on en fait un autre. Et puis après, moi, j'ai un groupe avec un autre gars qui s'appelle Moody, qui est le petit frère de Salsa que tu as reçu ici. Absolument. Et puis, de fil en aiguille, chacun va vers ses occupations. Moody s'est tourné vers le foot. Il est devenu préparateur physique plus entraîneur. Et donc, moi, je reste concentré sur le peura. C'est ce que j'aime faire. Et vient le moment où je dois sortir mes albums en mon propre nom. Le patronyme de Global ne me va plus. Je l'abandonne. Je reviens à quelque chose de plus authentique. Mon véritable prénom, Medine. Et je commence à sortir des albums sous ce nom. Aïe, 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 Medine. Et l'ambiance déjà, même au sein du foyer, c'était laquelle? Ah, j'ai eu une enfance très heureuse, moi, avec des parents aimants, qui s'aimaient et qui ont communiqué et véhiculé beaucoup d'amour dans le foyer dans lequel j'ai grandi. C'est ce qui fait que ça me structure aujourd'hui. L'amour me structure énormément et c'est grâce à mes parents. Les embrasse au passage. Au niveau de la fratrie, vous étiez combien? Ou du moins, vous êtes combien? J'ai un frère, une sœur. C'est moi l'aîné. Après, j'ai grandi dans une famille, tu sais, où les cousins et les cousines, c'est des frères et sœurs. Parce que c'est des grandes familles. Et on a grandi un peu comme ça, en cousinade. Cousinade qui, en réalité, est une fratrie. Donc, beaucoup de cousins, de cousines et beaucoup de repas de famille. Mon père est l'aîné de sa famille, ma mère est l'aînée de sa famille. Du coup, je viens d'une lignée d'aînés. Et j'ai comme un ADN d'aîné. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, si ça oriente une trajectoire. Mais voilà, mon ADN, c'est de grandir avec des aînés et d'être un aîné. Mais en tout cas, j'ai très bien compris le sens de ta phrase. Et t'es issu d'un mariage mixte. Oui, ma mère est franco-algérienne. Franco-algérienne? Ouais, son père est originaire de Kabylie, de la ville de Tadmeit précisément.
et sa mère est française. Était française parce qu'ils sont décédés tous les deux, mes grands-parents. Marcel Cogneux, qui a vécu toute sa vie en Normandie, c'est ma grand-mère. Et mon père, lui, est DZ, est algérien, de parents de Constantine. Plus précisément d'une ville qui s'appelle Ain Abid, c'est dans la préfecture de Constantine, c'est à 30-40 minutes de cette grande ville. Voilà. Et très tôt, on t'a inculqué ces valeurs fortes algériennes, cette histoire, ces racines? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai grandi dans un contexte normand. Mon père avait très peu de liens avec l'Algérie dans mon enfance à moi. J'ai découvert le pays que très tard. J'étais déjà adulte. La première fois où je vais en Algérie, j'ai quasi la trentaine et c'est pour un premier voyage avec mes amis. Alassane Konaté que tu as reçu ici. Proof, le beatmaker dont on parlait. Brave. Donc je pars en Algérie avec mes amis grâce à la musique. L'idée, c'était d'aller tourner le clip de Alger pleure pour le cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Donc, je découvre l'Algérie à l'âge adulte. Je pense que histoire familiale fait que mon père ne m'a jamais connecté avec l'Algérie. C'est des histoires de famille. Et du coup, j'ai dû faire mon chemin initiatique un peu seul entre le fantasme du récit familial via ma grand-mère paternelle, la diabolisation de ce pays qui est faite médiatiquement parlant, historiquement aussi parfois. Et du coup, j'ai dû faire mon propre chemin là-dedans. Et quand je suis allé en Algérie pour la première fois à l'âge adulte, ce qui était marrant, c'est que tout était différent des récits qu'on me racontait. L'Algérie est un pays normal, en fait. On n'est pas du tout dans de la surrevendication ou alors dans de la diabolisation à l'inverse. C'est vraiment un peuple de gens apaisés avec une tradition de lutte qui est vraiment ancrée, qui structure ce pays, qui structure la mémoire de ce pays. C'est ce que j'ai découvert et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai découvert par moi-même en réalité. Et comment on grandit avec ces carences-là? Tu sais, Niska nous disait que lui, très jeune, il n'avait pas l'habitude de se rendre au Congo. Il l'a fait, et beaucoup plus tard dans sa vie. Tu vois, et c'est finalement la même chose pour toi, tu vois, quand tu vois de l'autre côté les Sénégalais rentrer tout le temps dans leur pays, découvrir leur histoire, et toi, tu vois que c'est le néant. Je pense que tu complexes au début dans ton adolescence. Tu as une forme de complexe où tu te dis, mais pourquoi, en fait, on ne se raccorde pas à notre pays d'origine? Et tu sais, adolescence, c'est le moment où est-ce que tu te cherches sur plein d'identités, plein de sensibilités. Et bah, tu as envie de te raccorder à tes identités, de savoir quitter, de les cultiver, de les développer. Donc, je pense que j'ai dû avoir une partie de complexe. J'ai même peut-être développé ce complexe du métis où tu finis par, en fait, survaloriser une seule partie de ton identité, peut-être en oubliant une ou en invisibilisant une autre. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui avec le recul. Je crois que j'ai eu une partie de complexe qui aujourd'hui est dans mon rétroviseur. Parce que j'ai fait ce travail sur moi-même en tant qu'individu de faire la paix entre ma propre histoire. Mais déjà, le truc qui est fou, c'est que pour aller en Algérie, les billets d'avion sont très chers. Ouais. Je crois que ça parlait même pas d'avion à mon époque, c'était la voiture obligatoire. Hein. Sérieux? Ouais, j'avais très peu de potes qui partaient au bled en avion. Ça prenait les 505 breaks chargés. Hein. Allez monter les neveux. Aïe. Voilà. J'ai la ref, magnifique. Ok, très bien. Et sans transition, la musique dans tout ça. Parle-moi de tes influences. Qu'est-ce qui t'animait plus jeune, toi? Parce qu'apparemment, au Havre, Salsa nous disait que ça rappait partout. Ouais, et particulièrement dans notre quartier, le Mont-Gaillard. MG. Ouais, MG, là où est-ce qu'on a tous grandi. Hein. Je dis on, c'est Salsa, Proof, Tiers-Monde, Brave, tous les gens du label Dean Records. C'est vraiment l'endroit qui était névralgique pour nous. Et tout le monde rappait dans ce quartier. Et bien sûr, il y avait d'autres rappeurs dans d'autres quartiers, mais on avait très peu d'interactions. Tu sais, représentation du quartier oblige, cloisonnement oblige. Tu revendiques d'abord ton secteur et on se mélangeait très peu parce qu'on n'avait pas cette vision globale de ce que pouvait devenir cette musique à l'époque. Et
moi, j'étais un auditeur fou. J'allais chez Limited Edition, je crois, à Paris, une espèce de magasin de vinyle où tu pouvais acheter les vinyles. J'achetais Ideal J, 2 balles de nègre, et je ramenais des vinyles, tu sais, comme des trophées, quoi. J'allais sur la capitale et je rentrais dans ma province. Les gars, regardez, j'ai de la dope. Venez, on la partage. Et c'est ce qui se passait. Vraiment, c'était vibes d'auditeur fou. J'adorais diguer, rechercher des nouveautés. Je me souviens être tombé sur l'album de Double Pacte, des rappeurs suisses à l'époque. Très peu on la ref. Je l'ai mentionné dans le titre d'un prochain album que je fais avec Runa, parce que lui-même est originaire de Suisse. Mais c'est un album qui m'avait marqué et j'étais content de l'avoir trouvé, en fait. C'est comme un trésor, comme un Easter eggs que t'es le seul un peu à avoir et tu partages avec tes potes. Il n'y avait pas Internet, je le rappelle. On sent la passion déjà. Auditeur fou. Et on est en quelle année là? Là, on est en 96. Ouais, 96, j'ai 13 ans. Ouais, c'est cette année-là à peu près. Tu t'amusais à écrire un peu déjà de côté? Oui, sur le côté. J'écrivais, mais je suis un imposteur. Dans le sens où la première fois où on me dit tu fais du rap, toi? Et je dis oui. Mais en fait, je suis pas du tout rappeur. Je m'invente un rôle dans un groupe de quartier voisin qui s'appelait New Star Posse. C'était des rappeurs du Bois de Bléville. Et je fais croire à tout le monde que ouais, je fais un peu de rap avec ces gars-là pour me crédibiliser. Mais vient le moment où est-ce qu'on doit rapper. J'ai pas de texte, donc je bricole un truc vite fait chez moi, mais je pense que c'est éclaté. Mais je passe les castings de cette équipe. C'est Proof à l'époque. Un autre gars qui s'appelle Nordine Larme, qui avait un groupe de rap qui s'appelait je me souviens plus. Mais bref, c'est eux qui me font passer à un espèce de casting informel. Quand je dis casting informel, c'est rendez-vous à la MJC, il y a un micro, tu rappes. Hein. C'était ça le casting, pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et je passe le casting, je sais pas par quel accident, et je deviens officiellement rappeur, et il faut que j'assume ce que j'ai prétendu être. Donc je suis un imposteur à la base. D'accord. En tout cas, tu es parti chercher ce que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique. Et dans tout ça, tu es en train d'avancer, tu es en train de voir que il y en a, ça rappe de partout hein, au Havre. Salsa rappait également. Oui, nécessité. Absolument, absolument. Toi, tu traînais avec Moody, qui est le petit frère de Salsa. Ouais. Est-ce qu'inconsciemment, Salsa t'a mis le pied à l'étrier? Salsa, vraiment, faut que tu mesures ce que je vais te dire. Salsa, c'est un deuxième père. Vraiment, dans l'éducation qu'il nous a apporté, il nous a structuré. Sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Salsa est quelqu'un qui a impacté, moi, ma vie d'individu. Vraiment. Et au même titre que mon propre père. Je sais que ça peut être choquant, tu vois, mais tu deviens un peu le produit de ton environnement. Avec qui tu traînes, tu prends des traits de caractère de ceux avec qui tu traînes. Tu prends des attitudes, des réflexes, des jargons. On est des éponges, tu vois. Et moi, j'ai traîné très jeune avec des gens plus âgés que moi, dont Salsa faisait partie. Et c'est ma grande bénédiction de cette vie. Dans le sens où Dieu nous place dans des groupes avec des gens qui sont plus ou moins bienveillants, malveillants. Et moi, j'ai eu un cadre bienveillant dès le début de ma carrière, de mon enfance. Et ça préserve de beaucoup de choses dans la life. Voilà l'impact que Alassane Konaté a eu sur moi. Magnifique le témoignage que tu livres. Hein. Sincèrement, il l'appréciera, j'espère. On l'embrasse, le frérot. Je l'aime beaucoup. Et t'es en train de t'amuser, t'es en train de t'exercer. Et tu vois, tu m'emboîtes le pas parce que je voulais parler d'un autre thème. Cette fois-ci, c'est celui de l'union. C'est-à-dire, toi, tu as rencontré ton épouse très jeune dans ta vie. Oui, oui. Tu vois, Salsa, quand il est venu, nous a dit que lui aussi s'était marié jeune. Ouais. Et ça l'a cadré, ça l'a structuré. Ouais, totalement. Tu sais, moi, je suis en foot, hein, et les entraîneurs disent régulièrement, ou du moins disaient aux jeunes, les gars, mariez-vous jeunes, parce que ça va vous structurer, ça va vous éviter de faire des conneries, etc. Est-ce que toi, t'étais dans ce même mindset?
c'était une autre époque. C'était l'époque sans Snapchat, l'époque sans Instagram, où le marché de l'offre et de la demande était différent. Nous, on était moches dans la tête. Et donc, quand il y avait une go qui s'intéressait un peu à nous, on tombait amoureux directement. Tu vois, c'était une autre époque. C'est difficile de replier l'espace-temps comme ça et de dire j'aurais réagi comme ça aujourd'hui. Les enfants, mariez-vous très jeunes. J'ai l'impression que c'est anachronique de dire ça. Je sais plus en vrai. Je perds un peu les codes de cette époque parce que la communication est différente. On dialogue, là, les dialogues entre les garçons et les filles aujourd'hui sont beaucoup plus fréquents, mais en même temps tout est dématérialisé. Donc je sais plus trop comment réagir. Allez, je te dirais un conseil de daron si je devais parler à mes enfants, c'est au-delà de se marier très tôt, au-delà d'être dans une relation stable très rapidement, c'est surtout de respecter chaque personne que tu vas fréquenter et de ne pas rentrer dans un truc de toxicité. Tu vois, voilà, si on fait un bout de chemin ensemble, c'est pour la bonne vibes, pour que ce soit bien équilibré, pour qu'on passe du bon temps, même avec engagement ou sans engagement. Le but, au final, c'est que l'un et l'autre ne soient pas toxiques réciproquement. Mmh. Après, quand je te lance volontairement sur ce sujet, pardon, c'est pas un truc d'ancien, pas du tout, hein, mais c'est juste en termes de cadre. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que Salsa, c'était un mentor pour toi et c'est le chemin qu'il a emprunté, lui, de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi-même, inconsciemment, tu aurais pu reproduire ce que le mentor a fait. Bah, j'espère être un mentor pour d'autres, comme Salsa l'a été pour moi. Moi, j'ai la chance d'être un artiste et d'avoir un public de convaincus. Je vois les gens grandir. J'ai 20 ans d'ancienneté et du coup, je vois des gens qui étaient là à mes concerts quand ils avaient 15 ans. Ils en ont 30 aujourd'hui. Et donc, je vois mon public grandir. Et j'espère être un mentor pour ce public-là. Chaque concert, les gens me le témoignent. Là, je suis allé au mariage d'une de mes convaincus la plus fidèle. Elle s'appelle Alicia, une Suisse qui venait à mes concerts mineurs. Elle faisait des autorisations de sortie de territoire pour venir à mes concerts. Et j'ai rencontré son frère il y a pas longtemps et qui m'a dit, le jour de son mariage, merci d'avoir été un grand frère, un autre grand frère pour elle. Donc, tu vois, on impacte aussi la vie de notre public. C'est en ce sens-là que je pense être un mentor pour certaines personnes, d'apporter un cadre intellectuel, un cadre de cohérence et de ligne de conduite dans ma carrière, mais aussi en montrant ma normalité. Tu sais, moi, je fais des stories Insta avec mes enfants, avec ma famille, en montrant aussi l'envers du décor de hey, ok, on prend au sérieux ce métier, on parle de sujets sérieux, mais on se prend pas au sérieux. Parce que la vie est faite de légèreté et de fragilité, et c'est trop précieux pour tout le temps les crisper avec des valeurs, de la morale, de l'éthique, du truc, tu sais, de les enfermer là-dedans. Voilà, j'ai une vie normale et j'aime aussi à le partager pour rappeler qu'il n'y a pas d'homme au-dessus de l'homme. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Et tu sais, pour rétro-pédaler et parler de rap un peu, parle-moi de l'éthique de travail, s'il te plaît, parce que, tu sais, moi, je regardais à l'époque, je tombais sur des petites vidéos où on voyait Nécessité sur scène, en train de rapper, tout était déjà très bien établi. Tu vois ce que je veux dire? La scène, c'était quelque chose de très important pour vous. C'était une école de formation, un centre de formation. Dean Records, Salsa à la tête. Il y avait une hiérarchie naturelle qui s'est imposée de par l'âge, mais aussi de par la prise de risque. C'est ça qui est bien chez Dean Records, c'est que c'était la prise de risque qui était valorisée. Salsa qui pose ses sur la table pour parler clairement et qui va faire un crédit étudiant pour financer un label. On est en 1998, on est en 2000. C'est une hérésie de penser comme ça. D'un point de vue de parent qui voit son fils faire ça, c'est n'importe quoi. D'un point de vue de banquier qui doit accorder un prêt pour ça, c'est une hérésie. C'est de quoi tu me parles? De quel marché? Vous avez un pouvoir d'achat? Je comprends pas. C'est une hérésie. Et lui le fait. Le fait, donc, ça l'installe direct
Ouais, en chef. Et moi, je suis le plus jeune là-dedans. Moi, je suis vraiment le plus jeune de la team. Et je vois les risques qui sont pris. Je vois la considération qui m'est donnée. Parce que c'est ça, en fait, le plus important. On parlait de cadre, tout ça. Ouais. Tu finis toujours par oublier le gars qui t'a mis une quicheta dans la main. Ou tu finis par oublier parce que la vie, voilà, c'est volatile, tout ça. Mais il y a un truc que tu n'oublies jamais, c'est la considération qu'un gars te donne. Peut-être qu'un gars plus âgé ou qu'une go plus âgée peut te donner dans une aventure. Et moi, en tant que plus jeune, en tant que Benjamin de cette team, Salsa me donnait les clés de la salle de répète, me disait c'est toi qui va leader aujourd'hui. Je suis pas là, lui il travaillait en tant qu'animateur, il a eu 1000 tafs et il me disait c'est toi qui va leader la répète aujourd'hui. Et toute cette considération là, ça m'a autonomisé et ça m'a mis une discipline parce qu'il me disait t'as tellement la dalle frérot, t'es tellement un passionné que je sens que cette passion en fait elle va se transformer en discipline et je vois que t'as l'œil du tigre et il me le formulait pas comme ça, tu vois, mais il me donnait tellement de considération que je lidais des trucs malgré moi à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans. J'avais le lead de certains titres, j'avais le lead des répétitions, j'avais le lead de certaines séances studio. Naturellement, en fait, il m'a installé en chef. Et ça, encore une fois, je rends à César ce qui appartient à César. C'est sa capacité à mener les hommes. C'est vraiment son point fort, Alassane Konaté. Et j'espère que j'en ai un peu hérité. J'apprécie en tout cas sincèrement le love. C'est important de rendre l'appareil, hein, tu vois. Tu le stipules très bien. Ouais, c'est même pas dans une logique de dire on se renvoie l'appareil. C'est dans notre ADN. Voilà, on a grandi avec ces valeurs-là. Ce serait mentir que de réécrire l'histoire et de raconter autre chose et de se mettre en chef seul et de dire je me suis fait tout seul. C'est un peu c'est un peu le mantra de plein de gens. Je me suis fait tout seul. On a besoin de personne. C'est faux. Personne se fait seul. On a toujours besoin de quelqu'un, une main tendue, une béquille qui t'aide à avancer, quelqu'un qui te donne un conseil dans la rue, un random qui a aucun lien avec toi, qui va te donner une parole précise à un instant T où t'es en train de bader, où tu vas pas bien, t'es dans une situation de dépression et cette parole-là va te donner l'impulse pour remonter. On a besoin de tout le monde. Merci pour ces paroles pleines de sagesse et je partage totalement ton propos, frère, sincèrement. Et tu sais, ce qui est fort chez vous, c'est que moi déjà, vous me faisiez penser à Raucus. Tu vois, Wow. la belle, où il y avait les Talib Kweli, là. On a visité tu vois ça, ce que je veux d'ailleurs, dire? ensemble. Exactement, tu vois, le Mos Def, tout ça, toute cette équipe-là, vous me faisiez penser à eux. Pourquoi? Parce que vous étiez vraiment des self-made men, dans le sens où vous ne veniez même pas de Paris, mais on entendait parler de vous. On vous voyait. On voyait, comment dire, on voyait des frères qui étaient très identifiés. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Tu vois, même quand tu regardais le logo de Dean Records avec le sabre, avec tout, ouais. tu vois ce que je veux dire toi-même. Il y avait une iconographie très forte. Absolument. Même toi, en termes de faciès, etc., c'était quelque chose de très fort. Moi, je veux que tu me parles de cette époque-là où il commence à se passer quelque chose pour vous. Tu sais, je suis désolé pour ma question à rallonge, mais Salsa, pour parler une énième fois de lui, disait que il était hors de question que quelqu'un fasse qu'un seul taf, c'est-à-dire se cantonne au rôle de rappeur, par exemple. Toi, t'étais dans la com. L'autre, il faisait ceci, l'autre cela. Parle-moi de cette époque, s'il te plaît, de ta vie. Mais c'est une époque que je considère, moi, comme la chance du débutant. Tu sais, quand tu fais... quand tu arrives sur FIFA et que tu te mets à jouer pour la première fois et que tu tapes ton adversaire qui a 10 ans de FIFA dans les pattes, tu ne sais par quelle opération du ciel, tu t'appuies sur tous les boutons et ça marche. Vraiment, c'est ça ce qui s'est passé pour Dean Records. C'est qu'on est arrivé à un moment où il n'y avait pas de modèle économique qui ressemblait au nôtre. Une indépendance pure et qui va jusqu'à la création d'un label de distribution et qui maîtrise chaque chaîne de production d'un album, de l'écriture
du studio jusqu'à la commercialisation dans un hypermarché. Et cette chance du débutant, c'est un peu de la naïveté. C'est-à-dire que nous, on savait pas que c'était compliqué le game, en fait. On voyait pas, nous, la sphère parisienne. On voyait pas ce milieu un peu communautaire qui ne laisse pas l'accès à n'importe qui est un peu select. Nous, on voyait pas ça. Pour nous, on voyait ça comme des étrangers qui voient de très loin un espèce d'Eldorado et on va essayer de l'atteindre par tous les moyens nécessaires. Donc, on se met à créer une association, puis une société. Quand je dis on, c'est Salsa, Proof, en chef, qui lead ça. Nous, on est les petits, enfin, moi, à l'époque, j'ai 16, 17 ans, tu vois, je suis même pas majeur. Donc, je peux même pas prétendre à, je sais pas, à un prêt bancaire. Je peux même pas être sur un statut de société pour créer des statuts, justement. Moi, je suis quasiment adolescent à l'époque. Et quand je commence à taffer, je taffe en tant que chargé de com au sein du label Dean Records. C'est-à-dire que j'empacte les CD de Nécessité, le premier groupe du label. Je les envoie et j'envoie ça à des radios, à ce qu'on appelait les radios blacklist, je crois. C'était les radios de province où on voulait que nos morceaux soient entendus. Je mets des petits stickers dans l'enveloppe et puis je laisse un petit mot. Voilà, merci de découvrir le nouvel album de Nécessité, Ghetto Moudjahidine ou Havre de guerre. J'espère que l'écoute vous procurera moult plaisir. Voilà, c'est mon premier taf que je fais de ma life en vrai, parce que j'ai jamais vraiment connu le monde du travail. Et je le découvre au sein du propre label chez qui je deviens artiste quelques années plus tard. Le centre de formation était terrible. Centre de formation incroyable. Et en plus, là, je te dis, on fait ça, mais en même temps, je vends des t-shirts, du merch de Nécessité dans des stands, dans des hypermarchés. Je vais coller des affiches dans la rue. Je vais sticker, on fait des tournées promo. Il s'agissait pas d'être simplement un MC qui vient kicker. Voilà. À cette époque-là, tu pensais vivre de ta passion? Ouais, enfin, en tout cas, si je vivais pas en tant qu'artiste, je pouvais être dans les métiers périphériques de l'artistique. Tu vois, je me dis, je vais forcément être le bon copain qu'on emmène partout et qui va finir par se rendre indispensable à un endroit. Et c'est ce qui s'est passé en vrai. J'ai commencé par me rendre indispensable dans plein de domaines jusqu'à ce que vienne l'appel du studio. Et l'appel du studio, moi je commence à rapper en tant que Medine et sortir des premiers titres, ou du moins coffrer des premiers titres sans grandes ambitions en fait. Je me cherche artistiquement, je rappe un peu comme Ali de Lunatic, je rappe un peu comme Akash, je rappe un peu comme Roca, et du coup j'ai pas vraiment d'identité vocale. Tu sais, c'est comme ça au début que tout le monde fait, hein. Tu sais, on essaie d'imiter, de plagier les rappeurs, nos rappeurs favoris, jusqu'à ce que tu finisses par te trouver. Et le vrai switch pour moi, c'est en 2003, je crois, où je me mets en fait à trouver un ton un peu criard. Je me mets à gueuler plus que d'habitude dans un micro et j'enregistre un titre qui s'appelle 11 septembre. C'est le titre de mon premier album, Récit du 11e jour. Et je me souviens que Salsa me dit prépare-toi, ça va bientôt être à ton tour de sortir un album, on aimerait bien entendre des titres. Et encore une fois, je me recorde tout seul, hein. On est au studio dans une salle de musique actuelle, une salle municipale, une MJC. On a un lieu attribué là-haut et je suis tout seul dans le studio. Je fais des contrôles espace, je cours dans la cabine, je ferme la porte. Sur certains tracks, ouais. Tu peux entendre la porte encore. Et je pose mon couplet, je reviens, je recorde et je fais écouter à Salsa cette première maquette et il me dit stop. C'est ça. Maintenant, tu m'en fais 6000 comme ça. Tu me fais 6000 morceaux comme ça. Et c'est ça le centre de formation. C'est quand tu tiens quelque chose avec de l'authenticité qui procure une émotion au moins à ta team, duplique le truc et on réfléchira après. C'est ce que j'appelle le hustle. Voilà, exactement. Ça déchire. Et tu vois, pour rester sur Raucus,
moi, ce que j'ai kiffé avec ce crew, ce collectif, c'est qu'ils étaient intègres. Tu voyais Mos Def, il s'habillait même pas comme les autres rappeurs de New York à l'époque, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et toi et vous, même de manière générale, il y avait des identités fortes. Tu vois, même le din, l'épée, l'islam, on vous voyait et c'était vraiment bien revendiqué. C'était spontané ou c'était voulu? Eh ben, en vrai, c'est ce qui nous structurait à l'époque. Tu sais, je vais recontextualiser. On habite au Havre, dans un quartier, avec son lot d'écueils dans lesquels on peut tous tomber. Tu vois, le trafic est présent, l'oisiveté qui crée de la délinquance est présent. C'est une réalité. Voilà, on est plus exposé dans les quartiers à ces écueils. Et nous, en fait, on se structure autour des valeurs de l'islam parce que c'est ce qui semble être le dénominateur commun chez tout le monde. C'est ce qui semble être un espèce de garde-fou chez tout le monde. Et on se dit, mais en fait, c'est ça le dénominateur commun qui nous motive dans la life. C'est ce qui nous améliore, qui nous permet de nous remettre en question. Ça va être notre étendard. Et ça a été notre étendard qui nous a structurés, qui nous a évité des centaines d'écueils et ça nous a surtout fraternisés. Tu vois, l'islam, c'est très fort en termes de valeurs, en termes de valeurs, en termes d'éthique. C'est une discipline quotidienne et je crois que c'est ce qui nous a scellés et soudés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a encore une relation. On a réussi en fait à traverser les époques parce que le ciment de départ était celui-ci. Donc on célèbre cette période ensemble parce qu'on aime se rappeler qu'on a été et on l'est toujours, tu sais, soudé par ce ciment que sont les valeurs de l'islam. Aujourd'hui, c'est une religion qui est décriée, criminalisée, diabolisée. Nous, ça nous a structurés. Jeunes de quartier du Havre dans les années 90, 2000 et avec tout ce que ça implique, ça nous a structurés et forcément ça a débordé sur notre culture, sur notre art. Ça faisait plus que déborder, ça devenait une espèce de un espèce d'étendard. Et c'était le costume n'était pas trop lourd à porter. Tu réfléchis pas à ça au début. C'est après, c'est les gens te font remarquer, attention, tu portes un costume qui est lourd à porter. Absolument. C'est les gens qui te le font remarquer. Parce que peut-être eux ne veulent pas que ce costume soit porté par n'importe qui. Et ça peut se comprendre. Ça s'entend. Et au final, même c'est un costume que tu finis par questionner. Est-ce que c'est vraiment mon costume ou c'est celui du public que je veux séduire? Et tu fais cette réflexion? Bien sûr, tu finis par questionner tes postures. C'est ça, moi, ma plus grande fierté dans cette musique, c'est de me questionner publiquement et de me dire, attends, à quel moment, en fait, on est dans une éthique et à quel moment, en fait, on est dans le marketing de cette éthique-là? Quelle est la frontière? Ok. Et à partir du moment où est-ce que j'ai eu la sensation de parfois m'enfermer dans un personnage, ou parfois être enfermé par un public qui te souhaite uniquement dans ce personnage-là, donc c'est-à-dire quelque part faire un espèce de marketing de tout ça, eh bien à partir de ce moment-là, j'ai fait un pas de côté, moi, personnellement. Je fais un pas de côté et je me suis questionné publiquement dans des morceaux. Je me suis sali, je me suis détruit. Il y a des morceaux avec Cynic où je me clash. Tout ça n'a que pour mission de dire attention, il y a des sujets que l'on porte et qui doivent être respectés et qui doivent être questionnés et il faut surtout en fait savoir savoir ne pas en faire un fonds de commerce. C'est ça la vraie réflexion, c'est à quel moment en fait c'est un fonds de commerce et c'en est plus un, à quel moment tu es aligné avec ton engagement, avec ce que t'es, ce que tu représentes, et à quel moment en fait on essaie de t'enfermer là-dedans. Moi je déteste les étiquettes,
je déteste les postures. Du coup, je passe mon temps à les détruire et rebattre les cartes et de dire, attention, ce qui nous maintient, ce sont les valeurs, l'éthique qui sera toujours là présent, infusée différemment, peut-être moins frontalement, peut-être dans une iconographie différente, mais au final, ce que tu retrouves dans mes albums, dans mon album 1, sous l'étiquette Dean Records, et que tu retrouves dans mon dernier album Stentor, c'est le combat pour une justice sociale, une justice une justice intellectuelle, une honnêteté intellectuelle. C'est ça que tu retrouves dans mes albums. Et au final, c'est là où je me dis, mais je me suis pas trahi, en fait. Je change de pied, je change d'iconographie, je change de courant. Tu sais, moi, je suis passé de la boom bap à la trap, je fais drill, vocodor, autotune, ça déstabilise plein de gens. Je change de véhicule, mais l'éthique, le besoin de justice reste le même. Je salue totalement ta transparence, hein, frère. Hein. C'est beau et c'est juste tout ce que tu dis. Et tu sais, toi, t'es quelqu'un de bien câblé. T'es quelqu'un qui... Non, mais j'aime bien l'image. Carrément. Mais tu vois, quand tu parles avec tes aînés, parce que si on recontextualise un peu, là, on parle du Medine qui a une petite vingtaine, peut-être même un peu moins. Tu vois ce que je veux dire? Mes premiers albums, c'est 24 ans. Non, 21 ans précisément. Une petite vingtaine. Ouais, donc, je suis dans le bon. Et quand tu parles avec tes aînés, parce que même si tu es bien câblé, comme je te le dis, on peut vite te matraquer. On peut vite te dire, ah là, t'es en train de t'égarer, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, aujourd'hui, t'es un quarantenaire bien aguerri, etc. Et tu prends beaucoup de hauteur et de recul, et même t'es transparent, et moi, je respecte ça, mais plus jeune, ça peut t'envoyer en l'air, ça aussi. C'est arrivé, hein, tu sais, c'était pas de tout repos à l'époque. Hein. Je prenais des tirs de partout. Hein. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours été clivant, hein, aussi bien pour les gens qui ont la même sociologie que moi, des quartiers populaires issus de l'immigration algérienne, musulmans, et que mes détracteurs, en fait. J'ai toujours pris des tirs de toutes parts. Je me suis construit dans l'adversité. J'ai envie de dire, c'est mon, comment dire, c'est le combat de tout le monde, ça. En fait, parce que tout le monde prend des tirs chaque jour au quotidien. Quand tu prends une décision dans ta life, familialement, tu vas avoir des critiques. Tes amis vont te faire des critiques. La société va te faire des critiques sur la prise de décision que tu as eue. Donc, en vrai, que j'ai eu ces critiques très tôt, merci. Vous m'avez prévenu de ce qu'allait être la longue vie sous les tirs croisés de tout le monde. J'ai envie de dire, mon cuir s'est préparé très jeune. Je prenais des tirs de partout. Hein. Des grandes leçons, des grands podcasts alors que ça n'existait même pas. Des grandes vidéos YouTube de dénonciation, d'affiliation que j'ai jamais eues. Et voilà, il faut faire avec. Et tout à l'heure, tu disais que tu revendiquais fièrement la MG et que chacun faisait plus ou moins la même chose. T'as eu le soutien de ta ville après quand ça a upgradé pour toi? Non, c'était dur au Havre. Au Havre, c'était dur. Nul n'est prophète en son pays. Quand on faisait des concerts au Havre, tout le monde voulait être invité, personne ne voulait payer sa place. J'ai eu le soutien de ma ville à partir du moment où les autres villes parlaient de moi. En fait, quand les Havrais allaient à Marseille et qu'on disait « Hey, il y a un gars vers chez vous, là, il tue tout ». Et quand on me name-droppait, les gens revenaient et disaient « Hey, mais on m'a parlé de toi dans le sud, là, c'était vraiment chaud, bravo, tu donnes une bonne image de nous, on est fiers, merci ». C'est... Parfois, tu as le soutien de ta ville très rapidement et parfois, tu ne l'as pas et c'est mon cas. Moi, je suis vraiment dans la deuxième catégorie où ça a mis du temps avant que ma ville me soutienne. Et quand je dis ma ville, je parle du peuple. Hein. Je parle pas des institutions. Hein. Les institutions, ils nous ont jamais cala. On n'a jamais attendu qu'ils nous cala. Et aujourd'hui, je suis tellement content de ne pas avoir été subventionné. Parce que qui dit subvention dit un peu contrôle de la liberté d'expression. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels tu vas pas, où tu fais attention, tu marches sur des œufs pour pas perdre ta sub. Je suis tellement content en fait de pas avoir
subi ça. Ça t'a frustré, ça? Le fait de ne pas être soutenu par la ville? Pas vraiment, parce que je recevais tellement de love, moi, des autres villes. Je crois même que il y avait une période où les gens pensaient que j'étais de Paname, moi. Ils avaient oublié le fait que j'étais un Havrais, un Normand, alors que je revendiquais ça dès que je pouvais le faire dans tous les morceaux. Mais non, j'étais pas frustré. J'étais pas frustré parce que vraiment, je recevais du love de la capitale. Très rapidement, en fait, j'ai vu l'intérêt que portaient les rappeurs de Paname, la presse spé. Et puis aussi, quand j'allais dans d'autres villes, je voyais que ça avait un impact. Concert à Châtellerault, à Besançon, etc. Je voyais qu'il y avait un impact et il y avait un public qui était présent. Et comment on se sent quand on passe de Medine, qui est en train de faire ses armes, qui est en même temps un peu dans la com, à tête de gondole? Mais en fait, je sens pas la transition parce que je suis toujours au label, je bosse toujours en tant que pas community manager, mais tu sais, je faisais du merch avec John Sulo d'ailleurs. Je sais pas si tu vois, Je vois John très Sulo. bien sûr. John Sulo, c'était mon stagiaire et on faisait les colis ensemble. On a fait, je sais pas, on a dû faire 1 an et demi, 2 ans ensemble à faire des colis et à les envoyer, aller à la poste ensemble. Et moi, en fait, je sortais déjà des albums et j'avais déjà en fait une popularité naissante à ce moment-là. Donc c'était à la fois, tu vivais cette popularité naissante qui n'était pas visible parce que Internet, c'était encore une fois pas hyper répandu. Il fallait que tu ailles dans des endroits pour qu'on te dise « Ah, j'ai entendu ton projet, ça tue ». Du coup, nous, on percevait pas tout de suite en fait cette viralité. Et à la fois, en fait, on était ancré dans le travail et au label et ça nous gardait les pieds sur terre. Donc, j'ai mis du temps à décrocher du label avant de dire « Ah, ça y est, je crois que je suis vraiment un artiste. Je vais devoir devenir intermittent du spectacle et je vais devoir en fait organiser mon modèle économique autour de l'artistique. » Mais je mets du temps à le percuter en fait. T'avais déjà les pieds sur terre. Grâce à mon entourage. Tu leur rends souvent hommage, hein. Mais ça, c'est l'école, hein, parce que à chaque fois, même ça, il me disait, oui, là, c'est grâce à Sedami. Là, c'est grâce à Dani, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le partage, très important. Moi, la première fois que je te découvre, je crois qu'on est en 2006. Ok, on est en 2006. C'est l'album Djihad, le plus grand combat contre soi-même, peut-être. Déjà, exactement. Et après, déjà, il y avait le Djihad. On avait même l'album à la maison. Et il y avait aussi le featuring avec Alpha 520. Oui, le mal qu'on a fait. Une pépite. Ouais. On m'en parle tellement souvent de ce titre. Un chef-d'œuvre. Une pépite, souvent. Ce morceau. Déjà, parle-moi de cette connexion, s'il te plaît, avec 25. Alors, 25, c'était quelqu'un d'hyper populaire dans la ville du Havre parce que forte communauté sénégalaise. Du coup, on ne pouvait pas passer à côté d'Alpha 520. Et je me souviens d'entendre les albums et les morceaux dans toutes les voitures des Galsen. Et donc, pour moi, c'était quelqu'un de populaire avant même qu'il soit hyper populaire sur le plan national. Donc, quand on me fait la demande via Salsa, je crois, Salsa, il me donne même pas le choix, en fait. Il me dit, je te laisse même pas réfléchir. Tu vas fitter avec la star internationale du Galsen et ce sera un honneur pour nous, lui en tant que Galsen, forcément. Ouais, et il m'envoie, en fait, en champion. Il me dit, hey, j'envoie mon champion chez nos compatriotes Galsen et tu me tues ce feat. Et moi, à l'époque, je suis un rappeur fou, comme j'étais un auditeur fou, comme je t'ai dit. J'y vais, on se rencontre dans un studio dans le sud de Paris, je ne saurais plus te dire où. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fité quelques temps après avec Kenny Arcana dans le même studio. Donc ça dit beaucoup sur ce studio. Et la rencontre se passe hyper bien. J'ai quelqu'un de hyper smart, hyper bienveillant, Alpha 520. Tout de suite, en fait, il m'expose la thématique. Il me dit, moi, je vais dire les pires atrocités de ce monde et de ce que j'en pense. Et je vais même surjouer un rôle.
Et je veux que tu sois la parole contradictoire, quoi. La parole qui dénonce ça, qui critique, mais avec empathie, avec surtout analyse de cette situation. Pas en condamnant, tu vois. Et donc, on rentre dans cet échange-là. Moi, j'écris très vite mon texte en studio. Et puis, bah, ça donne ce morceau dont on me parle jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un concert qui se passe sans qu'on me dise le mal qu'on a fait. C'est comme ça que je t'ai découvert. Eh ben, c'est la même chose pour moi. Vraiment, à partir de là, je suis rentré dans ton film, comme on dit dans le jargon. Est-ce que tu es Galsen? 100%. Bah voilà, c'est tout. En fait, c'est la fibre nationaliste qui a fait que tu me découvres. Ouais, déjà, Alpha, c'est quelqu'un que Donc, je Alassane porte dans avait mon cœur. raison. Mais non, Alpha, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais au-delà de ça, t'es venu avec un ton, t'es venu avec une dégaine, avec des lyrics, etc. Et en fait, ça a changé totalement de ce qu'on entendait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a interpellé. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais adopté une nouvelle posture, une nouvelle manière de poser, etc. Ouais. Et ce morceau, en fait, est la personnification de ce que tu as dit plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, moi, j'ai l'impression, je te parle d'une époque où moi, je suis au lycée, hein, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. On entend Medine dans les sites Rap 2K. On voit, tu te souviens, on voit Medine, son nom. On voit que ça commence à pop pour toi. Il y a le projet One Beat, quelques années après, je crois, ou à la même période, etc. Ouais. Moi, je veux que tu me parles cette fois-ci du Medine qui est en train d'upgrader. C'est vrai que c'est cette période où tout s'accélère pour moi parce qu'en fait, je fais des milliers d'allers-retours sur Paname et je me mets en fait à fitter, je me mets à collaborer, je me mets à bouffer les micros des freestyle Skyrock, je me mets vraiment à sortir de ma zone de confort qu'est la Normandie et je me dis ça y est, il faut que je bouffe le pays en fait. Faut pas que je sois le champion de la salle de boxe, tu vois, j'ai envie d'être le champion WWC international, toutes ceintures réunies et confondues, tu vois. Et pour ça, il faut aller sur la capitale et affronter les gens. Et après, j'ai eu des vrais coups de pouce dans ma carrière. Hein. Je pense à... T'as parlé du feat avec Alpha 520, mais je pense aussi à Rimka. Rimka qui me fait participer à Frénésique Radio, sa première compilation où je fais un morceau dedans qui s'appelle Rappeur de force. C'est aussi un point de pivot pour moi où je prends encore une aura. Rimka qui m'invite dans ses Cut Killer Show, qui diffuse mes morceaux. Tonton, il a toujours eu un flair pour les nouvelles générations. Je l'ai vu sur moi-même, alors que lui était déjà, en fait, hyper populaire, Rimka. Moi, je te parle de ça, on est en 2006-7, là. C'est quelqu'un de hyper connu, avec le background qu'il a. Il a aucun intérêt, en fait, à caler des petits comme nous. Et pourtant, il a cette capacité en fait à se renouveler lui-même en allant chercher de l'énergie chez les jeunes générations. Et on le voit encore jusqu'à aujourd'hui. Rimka qui fit avec TH, SDM, il pose sur de la plug, il pose sur de la new gen. Ce gars m'impressionne. Ils sont peu dans le rap à traverser les époques comme ça, mais tu sais, pas traverser en disant j'ai 20 ans de carrière ou j'ai 25 ans de carrière et je refais mes classiques, mes anciens classiques. Non, des gens qui peuvent encore te choc bar avec des couplets qui posent sur des prods actuels en featuring avec des jeunes. Et ils sont peu et Rimka en fait partie. C'est bien le love que tu rends ici, que tu... Mais j'oublierai jamais les passes D. Eh ben, c'est super important parce que tu sais, dans votre milieu, faut dire la vérité, parfois les gens sont amnésiques. Après, moi, vraiment, je suis pas du tout avare de ça. Quand tu me fais une passe D, encore une fois, là, comme je te disais en début de discussion, quand tu me donnes de la considération, c'est un carburant éternel pour moi. Tu vas m'attraper à vie sur ça. Que de la considération, tu vois. Charmé. It's all about love. Grave. Et tu vois, pour poursuivre encore, je t'ai vu sur scène à la première partie de Kerry. Où ça? Ah, au Zénith, non 2009. Ouais, ça y est, je vois très bien. Alors là, c'était... franchement, sur scène, c'est quelque chose. C'était Arabian Panther. C'était Arabian Panther. Ouais. T'étais totalement dans la thématique. Grave. Et puis, tu sais, des fois, les premières parties sont traîtres. C'est-à-dire,
nous, on vient voir Kerry, hein. Ouais. Ça veut dire le mec est devant lui, là. Enlevez-le. Ouais. Tu vois ce que je veux Je dire? capte. Et là, en l'occurrence, t'avais attrapé toute la salle. Ouais. Et je me souviens, même si ma mémoire ne me fait pas défaut, juste après le concert, t'étais en train de vendre des t-shirts. Ouais. Ça vendait des CD. Les Ouais. gens, ils venaient de checker, etc. Et je me Ouais. suis dit, alors là, lui, là, il a réussi sa mission. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, moi, ça, c'est mon mantra. Hein. Encore une fois, qu'on a développé avec la team. C'est nous, la première partie, plus forte que le main event. C'était notre mantra. Nous, on voulait tuer les... Ça, faut pas le dire. Mais nous Ouais. on voulait tuer les têtes d'affiche. Hein. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de Passe D et d'aider, Kerry, j'ai l'impression qu'il t'a beaucoup aidé aussi. Oui, notamment sur le morceau Le Prix de la Vérité, quand il m'invite sur son album... j'ai perdu le titre. Réel, exactement. On fait le morceau Le Prix de la Vérité. On est en 2009, je crois. Ouais, exactement. Mais j'ai déjà sorti pas mal d'albums en vrai à ce moment-là. Mais oui, bien sûr, tu sais, c'est toujours une audience. Puis Kerry, moi, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Donc le fait d'être invité par ton rappeur préféré, encore une fois, c'est une considération inestimable pour moi. Donc oui, c'est aussi une passe D. Mais encore une fois, je t'ai dit, j'avais déjà sorti quand même 4-5 projets avant de faire ce featuring qui me propulse bien sûr aux yeux et aux oreilles de son public à lui, qui est non négligeable parce qu'on est un peu sur le même segment sur plein de thématiques. Et tu sais, là j'avance un petit peu dans le temps, on t'a revu en 2012 avec un changement déjà physique. C'est-à-dire où tu avais perdu du poids. Ouais, grave. Que j'ai fini par reprendre. Non, mais ça va, t'es bien là. J'ai mieux réparti. Mais en tout cas, tu avais perdu du poids, tu venais, tu étais différent, même en termes de sonorité, tu t'adaptais, tu rentrais dans le rang, tu vois ce que je veux dire? Je vais te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire, c'était spontané ou c'était réfléchi? Ben en fait, c'est pas spontané, c'est ni réfléchi. Ça s'appelle la survie. Ça s'appelle l'adaptation. C'est soit tu t'adaptes, soit tu disparais. Et les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite. Nous, on est les cafards qui s'adaptent, qui étaient là à l'époque des dinosaures et qui sont toujours là. Parce qu'on s'adapte, nos anticorps s'adaptent. Et moi, j'aime tellement cette musique et je comprends les nouvelles influences qui arrivent que je suis pas du tout en fait un traditionnaliste. Je suis pas du tout un gardien du temple qui va dénigrer les courants. J'aime pas cette posture. J'aime pas juste bannir pour bannir. Oui, mais et ce qui a été fort et ce qui aurait pu être traître pour toi, c'est que tu as connu un changement sans faire du jeunisme. Ça, c'est le piège, justement. Et comment tu as fait justement pour pas rentrer dans ce truc? Tu sais, Youssoupha, dans une ancienne interview, quand il a vu, lui aussi, il était un peu dans le creux de la vague, pour rester poli, au début des années 2010, il a vu la section d'assaut arriver. Les mecs, c'était des bulldozers. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ils kiffaient, ils respectaient, ils validaient. Mais il a dit, tout ça là, c'est tout ce que je ne veux pas faire et il faut surtout pas que je fasse ça. Parce que ça, c'est leur créneau et il faut pas que ce soit le mien. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai trouvé ce mindset très réfléchi et très ingénieux. Tu me suis? Ouais. Et toi, quand je te pose volontairement cette question, c'est que c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire là où, effectivement, il y a une mise à jour, mais tu aurais pu rentrer dans le cliché. Ouais, dans la facilité. Dans le cliché. Ouais. Mais c'est là où il y a toute la différence entre ceux qui abordent cette musique en tant que passion, en tant que culture, et ceux qui abordent cette musique de façon marketing, purement marketing. Ok, on est dans une nouvelle ère, c'est l'ère de l'image, on ne consomme plus la musique qu'avec les oreilles, on la consomme avec les yeux, on va envoyer du clip, on va mettre full up d'outfit très stylé, où au final, t'apparais un peu déguisé plus que stylisé. En fait, tu vois, il y a vraiment l'école de ceux qui font ça par passion et de ceux qui sont là pour braquer un peu. Braquer, prendre de l'oseille, s'adapter et se dire qu'est-ce qui va streamer. Voilà, il y a vraiment ces écoles-là au moment où est-ce que les courants arrivent et c'est toi qui choisis ton école en fait. Et moi, mon école, c'est je préfère être un rappeur pauvre plutôt qu'un pauvre rappeur.
C'est ça mon école. Attention, c'est marketingement, c'est un suicide. C'est pas bankable. Comment ça, tu passes de la boom bap à la trap, puis tu te mets à prendre des sonorités vocodor et puis tu fais de la drill. C'est pas commercial. Voilà. C'est bien parce que tu es transparent, tu donnes. Et c'est ce qu'on aime ici. On est dans cet échange-là. C'est magnifique, frère. Et d'un point de vue économique, comment on est? Les poches, elles sont remplies à ce moment-là? Les poches, elles sont jamais remplies quand tu fais du rap conscient, frérot. Elles sont jamais remplies. Il faut savoir que le modèle économique est fragile. Il est tout le temps fragile. Ma seule sécurité, ou plutôt la seule bascule qui me permet en fait de durer plus longtemps économiquement dans ce métier, c'est encore une fois grâce à Alassane Konaté, qui a une espèce de hauteur où il comprend que le modèle contrat d'artiste ne me convient plus. Du coup, on bascule d'artiste à producteur à coproducteur. Et en fait, ça, tu vois, ce qui crée de la tension chez beaucoup d'artistes entre leur label et eux, c'est ça, c'est ce sujet-là. Et je pense qu'Alassane, encore une fois, est précurseur. Il a un temps d'avance sur ça et il comprend que le modèle économique doit changer, que je dois bénéficier des revenus de tout ce qui est généré par le label, aussi bien en merchandising que le live, la vente des tickets concerts, etc. Donc, on rebat les cartes de ce modèle économique qui était à la base le modèle traditionnel, hein, producteur, contrat d'artiste, je touche un truc à 10%, et en plus 10% de pas grand-chose d'albums vendus, ça fait vraiment pas grand-chose. Du coup, c'est des bouts de ficelle. On arrive à signer un deal avec une major où je prends 6 ans plein, et je parle de ça comme une peine chez Because Music, où je me mets une menotte à moi-même et je me rends compte que le travail qu'ils font est moins bien fait que le travail que nous, on sait faire. Mais je prends quand même 6 ans plein pour sauver le label, qui est à la gorge économiquement à ce moment-là, et sauver ma propre situation aussi, tu vois. Je suis pas Mère Teresa, je sais pourquoi je fais ça. Donc, la vraie bascule pour moi, qui me permet de me projeter dans ce métier plus longtemps, c'est la hauteur d'esprit d'un grand frère qui connaît ce métier et qui dit « Ok, j'ai compris que ça pouvait être conflictuel. Allez, on rebat les cartes et on passe de artiste-producteur à coproducteur. » C'est terrible. Et tu vois, on a vu le conflit entre Birdman et Lil Wayne, qui était aussi axé sur l'argent. Et justement, Lil Wayne se plaignait de ne pas recevoir son dû. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il est en contrat d'artiste et ça ne bougeait pas. Et toi, tu es en train de venir en disant que toi, c'était totalement l'opposé. Mais parce qu'il y a de la communication. Tu vois, le problème, c'est que quand il n'y a pas de communication, quand les artistes se mettent à bouder, tu sais, c'est un peu un classique, hein, bouder la maison de disques et à l'insulter dans des textes, etc. Je pense qu'il y a un problème de communication. Et nous, fort heureusement, comme je te disais, hein, tu vois, ça s'appelait Dean Records, il y a des valeurs qui nous ont cimentés, et ces valeurs-là infusent même dans notre commerce, dans notre biz, dans la production que l'on fait. Et ces valeurs-là, c'était de s'asseoir sur une table et de dire, vas-y, où est-ce que ça dysfonctionne? Comment on peut trouver des solutions ensemble? Je te parle de ça, ça prend pas 5 minutes. Ça a duré, 6 mois de discussion, mais on a trouvé, on a passé le Rubicon. Tu sais, le fleuve brûlant duquel certains ne sortent jamais. Et tu sais, généralement, on dit souvent qu'il n'y a pas de gloire sans rançon. Je dirais même, il n'y a même pas de comment dire, de visibilité, d'expression publique, de popularité, sans le revers de cette popularité qui est l'exposition au réseau, à la critique, et à tout ce qu'il peut y avoir de négatif. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu prends une décision, il y a ta famille qui commente, il y a tes amis, il y a la société là qui commente. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Il faut être prêt. Tu sais, il y a LeBron James qui disait que à la quête du succès,
ceux qui souffraient le plus étaient les proches. Les proches de l'artiste, les proches du sportif. Ouais. Bah, en vrai, il faudrait leur poser la question à eux. Hein. Tu sais, moi, je vais pas répondre pour mes proches, mais j'ai l'impression d'avoir une belle vie. Hein. Je te cache pas, j'ai pas l'impression que ce que je fais impacte la santé mentale de ma famille. Voilà, donc ils sont comment dire, ils sont un peu imperméables à ça, tu vois, aux critiques qu'on peut me faire, parce que comme je te disais, j'ai une ligne de cohérence, tu vois, j'aime ce métier, je suis un passionné qui fait du peura depuis qu'il est petit et qu'on a fait son métier et qui continue à le faire à l'âge adulte, quoi. C'est cohérent, certains le voient comme un métier sérieux, d'autres un peu moins. Mon père pense que je vais me reconvertir à un moment donné parce que pour lui, la notion du taf, c'est pas forcément ça. Et voilà, il y a une autre vision du taf. Mais j'ai pas l'impression que ma famille souffre de ce que je fais. Ou alors, faudrait leur poser la question. Peut-être qu'il y a des choses que j'ignore. Et comment on encaisse les coups quand ils sont pas légitimes? De la résilience. Tu finis par te dire, ça fait partie du jeu. Prends les coups, regarde ce qu'il y a d'objectif. Sois sincère avec toi-même. Est-ce qu'il y a de l'objectivité et de la vérité dans le coup qui est porté là? Prends le bien, laisse le mauvais et avance. Moi, je prends des coups depuis tellement longtemps. Je sais pas c'est quoi le plus dur, si c'est les coups des détracteurs ou les coups des gens qui sont semblés te ressembler en tout point, les auditeurs du rap, des anciens auditeurs, je sais pas quels coups font plus mal. Je saurais plus te dire là. En tout cas, t'es rodé. Rodé, et puis voilà, Alhamdoulilah, frérot. Frérot, excuse-moi, mais de faire ce petit aparté, il y a des gens qui sont affamés dans une partie du monde aujourd'hui qu'on appelle la Palestine. Il y a des gens au Congo qui sont décimés pour des ressources naturelles. Et je suis là en train de parler de ma passion avec un passionné. Je vais relativiser sur les coups que je prends, frérot. Alhamdoulilah, en vrai. Relativisons. C'est ça qui permet, voilà, tu m'as posé une question, comment on fait quand on prend des coups? Eh bien, on relativise sur la situation des autres. Et puis, on encaisse ces coups, on les renvoie quand c'est nécessaire, et on les absorbe et on les transforme en une énergie positive quand c'est nécessaire aussi. T'es smart, les frères, hein. C'est bien. Bien câblé bien câblé comme tu dis. On a besoin d'entendre en tout cas ces paroles pleines de sagesse, hein, je t'assure mon frère, ça nous fait du bien. Et tu sais, quand toi t'avances et ça se passe plutôt bien pour toi, il y a tes homeboys avec qui t'as commencé qui sont pas forcément dans la même configuration. Ouais. D'accord? Ça cohabite toujours bien? Ça cohabite bien avec les frérots. Il y a un peu d'éloignement, il y a une partie de l'équipe de Dean Records qui est partie vivre à Paris. Moi, je suis resté vivre en Normandie comme un irréductible gaulois. Et on a des groupes WhatsApp où on s'écrit régulièrement. C'est comme une MIF, comme des cousins que t'as pas vu depuis longtemps. Et puis dès qu'on a l'occasion, on se croise, on mange un bout ensemble. Moi, je vois souvent Tiers Monde. Je dialogue tous les jours avec Tiers Monde. On a un groupe qui s'appelle QI Rap et on parle de peura. On est toujours, tu sais, comme on était au collège Henri Vallon à dialoguer et à discuter sur les derniers albums sortis. Brave, il vit sur Paris, mais on s'écrit régulièrement. Proof, on se croise moins, mais on a travaillé ensemble sur la haine, tu sais, là, le spectacle La haine, là, dernièrement. Ça nous a permis de nous retrouver. Lui est plus dans un truc de musique à l'image aujourd'hui où il compose beaucoup pour des films, des séries. Il a vraiment fait le tour du rap. Il a produit pour tous les plus grands rappeurs de ce pays, hein, Soprano, Diams. Il a vraiment composé pour tout le monde. Il a fini le jeu en quelque sorte. Donc c'est normal qu'il se tourne vers d'autres horizons. Mais il y a toujours une petite prod de Proof qui traîne quelque part, moi, dans l'un de mes projets. Et c'est ce qui garde le lien. Comme quoi, ça peut être la musique aussi, le lien entre les gens. En tout cas, tant que vous êtes toujours cool.
C'est carré en vrai. Il y a pas d'animosité. Tu sais, on n'a pas de grande guerre dans notre équipe, de grandes scissions. Désolé de pas être télégénique ou taclique pour être très très transparent. Mais notre histoire familiale, elle est normale en fait. Tu sais, c'est une histoire d'équipe, de passionnés. Comme je pense qu'il y en a des milliers qui sont pas médiatisés et on n'a pas de rebondissement humain conséquent qui permettent d'écrire un blockbusters. Charmante qu'on n'appelait pas à l'époque. Waouh, t'as cette ref. T'inquiète pas. T'as cette ref. Ok. Pad parce qu'il était tout le temps branché sur les joypads là. Ah, c'est ça. En fait. J'avais pas cette anecdote. Voilà, je complète. Aïe, aïe, aïe. Le sali au passage. D'ailleurs, il écrit des mangas aujourd'hui. Hein. Ouais. Il est toujours très cohérent avec le pad de l'époque. Ouais, ça tue. Moi, c'est ce que j'aime voir, hein, des gens épanouis dans leur life. C'est très important, ça, mon frère. Et là, pour rester sur la musique, hein, tu sors ton nouveau projet que j'ai eu la chance d'écouter. Je te l'ai dit avant de commencer, les gens penseront que je suis peut-être un peu trop dithyrambique. Mais vraiment, je me suis régalé. Régalé parce que le projet est court, 10 titres, les thèmes sont variés. Ça me parle totalement. Les invités, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, si mais en tout cas, Isha, c'est un frère que j'aime énormément aussi. Pareil. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Runa. Et déjà, tout à l'heure, je te parlais de mise à jour. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a une 3e mise à jour. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Moi, mon sport favori, c'est l'adaptation, l'évolution. Donc, du coup, je pense que la forme finale n'est pas terminée. Hein. Vous allez en bouffer encore pendant quelques temps. Là, l'acte 1 est terminé de cet album. C'est Stentor. Et je suis en train de peaufiner l'acte 2 qui va arriver incessamment sous peu. Et j'espère que ça sera encore un step supérieur. Et c'est quoi tes attentes, toi, quand tu sors ce projet? Moi, je veux qu'on le plébiscite en disant c'est du made in en mieux. C'est du made in en mieux. Et pour moi, le meilleur album, c'est toujours celui qui n'est pas encore sorti. Parce que le but, c'est de faire mieux à chaque fois que le précédent. Donc là, je vais être très curieux de savoir ce que les gens pensent de la DA sonore réalisée par Kao Reng. On parle pas assez de Montréal, de mes 3 derniers albums. Il s'appelle Kao Reng. C'est un gars qui vient de plusieurs influences. Hein. Il a une vraiment forte identité rock aussi. Il est avec moi sur scène. C'est le batteur sur scène et c'est lui qui réalise mes 2 derniers albums et un peu la période Grand Médine aussi. Il était un peu là. Mais Made in France et Stentor, c'est totalement lui qui m'initie à des nouvelles sonorités. Donc, faut vraiment lui rendre hommage. Kao Reng, c'est la pièce maîtresse de ses albums. Une énième personne à qui tu rends hommage, c'est très bien. Tu as rendu hommage à We Hustle. Donc, je suis obligé de te shout-out ici déjà. Ça fait chaud au cœur, frérot. Merci pour le love, avec mon plaisir. frangin. Et tu sais, on t'a collé une étiquette en te disant que toi, tu faisais du rap pour les tiens, d'accord? Pour rester poli, et je sais que tu me comprends quand je le dis. Communautaire. Absolument, tu vois, on t'a collé des étiquettes. Ouais, Moi, c'est Laurent Bounot qui a dit ça. Ouais, écoute, En même temps, écoute, en tout cas, sans faire de name dropping, c'est ce qu'on a dit de toi. Mais moi, je t'ai vu, j'ai été gracieusement invité par Malik Bentala à son dernier spectacle. Je t'ai vu là-bas où tu as joué en exclusivité le morceau L'amour. Tu vois, c'est une pépite déjà le morceau. Merci. Mais quand je voyais le public, il y a des gens qui te découvraient. Ça se voyait qu'ils te découvraient. Okay. Et je les voyais écouter, bouger la tête, parler après ta performance en disant qu'ils étaient vraiment sous le choc, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Parle-moi et essaye, s'il te plaît, de déconstruire les images qu'on t'a foutues en pleine face. Waouh. Moi, j'ai eu tellement d'images et d'étiquettes et parfois que je me suis construite moi-même, parfois que j'ai déconstruite moi-même.
D'autres parce que je pense que c'était une incarnation commode de me voir dans cette posture-là et de me garder exclusivement dans cette posture-là. Parce que je l'ai dérangé de... Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu deviens autre chose que ce que tu as été, eh bien, ça peut mettre en valeur aussi l'incapacité de certains à sortir de leur propre posture. Et c'est pas prétentieux ce que je dis, mais voilà, j'ai eu tellement d'étiquettes. Parfois, je m'en amuse. Je retourne ces étiquettes-là contre l'envoyeur. Je finis par me les approprier pour montrer que ça ne m'impacte pas. Et parfois, en fait, je me re-questionne vraiment moi-même en me disant quelle est la part de posture là-dedans. Est-ce que c'est pas un discours qu'il faut peut-être abandonner ou alors transformer? Comme je transforme ma musique, je pense que mon discours doit aussi s'adapter et doit se transformer pour être plus intelligible par les gens. On est dans une époque différente. On le disait en début de conversation. Voilà, moi, j'ai commencé à rapper. C'était MSN, quoi. C'était MySpace maximum, tu vois. Et aujourd'hui, on te voit plus qu'on t'entend. Donc, il faut s'adapter aussi à ça. J'ai passé le cap du changement d'image. Je travaille avec un styliste qui s'appelle Jamal Dageng, que je shout out ici parce que vraiment, il fait un travail impeccable depuis 6 ans. Donc, voilà, je m'entoure de gens. J'essaie de m'adapter et j'essaie surtout de ne jamais m'enfermer dans des étiquettes qui ne me vont pas, qui m'ont été collées par des journalistes, par le public qui parfois est exigeant et qui veut te garder dans une seule humeur. J'essaie jamais de m'enfermer là-dedans. Mon chemin de fer n'est pas celui-ci. J'ai un chemin de fer qui est clair, c'est la passion de cette musique et la faire avec grande qualité. Magnifique, frérot. C'est bien parce que tu es généreux et totalement transparent sur ta vie, sur ta carrière. Et moi, tu sais, on est dans un truc où on distille des pépites, on distille des conseils, on échange. Et tu ne te rends peut-être pas compte, mais les paroles que tu es en train de semer là, eh ben, vont faire le taf. Moi, si ça fait des petits, tant mieux. Mais si ça peut éclairer des gens qui prennent des itinéraires aussi bien dans les études que dans, je sais pas moi, dans le sport et tout. C'est des sociologies qui se retrouvent partout. Dans le sport, tu as besoin d'un entourage sain. Dans le sport, il faut que tu sois prêt à encaisser les coups et les critiques. Ce que je vis dans le rap, en tant que paratonnerre, si ça peut servir à d'autres personnes dans d'autres milieux, bah, je suis content de faire cette interview fleuve avec toi. Ça fait longtemps que j'ai fait une interview fleuve et c'est ma première, je crois. Ça fait chaud au cœur, mon frère, sincèrement. Et avant de te laisser, mon cher frère, je veux que tu me dises, parce que tu es un papa de 3 enfants, tes enfants sont grands, ils sont beaux, ils sont épanouis. J'ai eu la chance de voir aussi. Merci. C'est magnifique. On vous voit, vous nous donnez tout le temps du love, de l'amour et de la joie. C'est très bien. On ne sert qu'à ça. Magnifique, mon frère. Comment tu réussis à les mettre en garde sur le monde qui nous entoure avec tout ce qu'on peut voir à la télé, tout ce qu'on peut voir à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, etc. Comment toi, tu fais pour les maintenir éveillés? C'est eux qui me maintiennent éveillé, frérot. C'est les enfants les plus grands éducateurs et les plus grands formateurs des hommes que nous sommes aujourd'hui. Un enfant, ça t'éduque. Autant que toi, tu l'éduques. Et c'est vraiment un mot que je ne pose pas chez moi. L'éducation. C'est tellement complexe, l'éducation, et c'est tellement différent chez les uns et chez les autres. C'est pas un mot que je pose en centralité chez moi. J'essaie d'être le plus ludique possible, d'être dans une forme d'amusement en permanence, d'être pédagogique sans dire que je suis pédagogique. Voilà, je préfère une bonne conversation en voiture plutôt qu'un sermonnage de « viens ici, je te convoque, j'ai vu un truc qui allait pas, il faut qu'on en parle, c'est quoi ça ?» et de faire une espèce de créer une boule au ventre sur un problème qui est déjà existant. Non, il y a des moments pour dire les choses. Il y a des moments qui sont plus détendus pour vraiment faire une inception dans la tête des enfants. La confrontation, c'est pas ma méthode.
ça existe. Mais moi, je préfère être dans des moments de chill, de kiff, de partage. Et là, en fait, tu glisses quelque chose. Tu sais, c'est comme les couples. Les couples, souvent, ils se disent des vérités quand ils sont en embrouille. T'as pas rangé la vaisselle l'autre fois. Ouais, mais c'est moi qui se tape le linge. La charge mentale, c'est moi. Tu vois, les couples, ils règlent leur compte dans les moments d'embrouille. C'est ce qu'il y a de pire à faire. Parce que personne n'est préparé à entendre des reproches à ce moment-là. C'est d'autres émotions, c'est la colère qui prend le dessus. Il faut parler des grands sujets que votre couple traverse dans les moments de paix, dans les moments où tu es en vacances, tu as une skyline incroyable. Allez, viens, on ouvre un dossier un peu relou, là, comme ça, on s'en débarrasse. On le laisse là, sur le bord de la plage, là. Avec les enfants, c'est pareil. En fait, tout le monde vit des situations complexes, tout le monde vit des difficultés. Ma méthode à moi, c'est de ne pas forcément sévir dans la difficulté. C'est, on passe l'épreuve ensemble, on fait front. Je suis grave pas d'accord avec ce qui vient de se passer et on va en débattre. C'est juste pas le bon timing. On en débattra quand on sera dans une meilleure vibe et que ton oreille elle soit prête à entendre ce que j'ai à te dire. J'ai pas la science infuse, c'est une méthode parmi tant d'autres. Est-ce que ça marche? On le verra d'ici quelques années. Mm-hmm. En tout cas, ça s'entend. Et est-ce que eux-mêmes, ils sont conscients de la chance qu'ils ont? C'est-à-dire, peut-être que tu n'avais pas les mêmes moyens qu'eux à leur âge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois qu'ils calapassent. Hein, pour Okay. eux, il n'y a pas de... Ils n'ont pas connu le goût du vinaigre. Et Dieu merci. Dieu merci qu'ils connaissent le goût du miel. Après, voilà, il y a toujours meilleur miel quelque part, tu vois. Ouais, je pense je dis pas que je leur offre le confort max, mais ce que je leur offre, c'est de la présence, de l'attention et de la considération. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le truc qui n'a pas de prix, c'est la considération. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la considération. Beaucoup de considération. Ouais. Considérez-moi, les amis, et de la meilleure façon. J'ai pas envie d'être plus connu. J'ai envie d'être mieux connu. Eh ben, ce sera le mot de la fin, frère, sincèrement. Merci le tir. Medine, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie pour toutes les valeurs que tu portes, Avec plaisir. pour cet amour, pour cette gentillesse, cette fraternité. Et on espère te revoir coming soon. Amin. C'était le tiers. Et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Medine pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace! We hustle, baby.